Alors écoutez, cet après-midi est une après-midi de type voyage dans le temps. On vient de faire le passé, on va être dans le présent et puis on finira en beauté par le futur, euh, dans la mesure où il est important à la fois de regarder d'où on vient, les challenges et les contraintes que l'on peut avoir aujourd'hui, et puis bien évidemment se projeter un petit peu parce que on a tous besoin de rêver, et je pense que c'est aussi le rôle de la SF2M d'emmener ses rêves vers une certaine réalité. Alors, cette table ronde, on a choisi volontairement d'avoir une table ronde d'utilisateurs de matériaux et non pas de fabricants de matériaux. Pas de sidérurgiste, il n'y a pas de fabricant d'aluminium, il n'y a pas Saint-Gobain. On est dans une logique un petit peu différente. Il y a des fondeurs, oui, on va dire. Enfin bon, vous fondez des trucs qui existent quand même. Hein. On part pas du minerai, pas toujours. Ah, voilà. Et donc, pour cela, nous avons choisi de représenter en gros deux secteurs qui sont un peu clés, hein. La mobilité d'une part et l'énergie d'autre part. Donc, on va demander à chacun des participants de se présenter en 3 minutes à peu près, hein, de façon à vous positionner par rapport à la salle avant que l'on attaque sur un certain nombre de questions qui nous sont apparues comme un peu communes au point de vue des problématiques. Donc, voilà, je vais passer la parole en premier à Madame Burlet. Voilà, c'est bon, on va y arriver. Donc, qui est au CEA et qui va nous expliquer qui elle est et ce qu'elle fait. Bon, bonjour à tous. Donc, alors effectivement, je suis au CEA. Alors, je suis pas un industriel quand même. Ça m'a un peu frappé tout à l'heure de voir apparaître le CEA plusieurs fois plutôt comme un industriel. On est un EPIC. Enfin, on est aussi un centre de recherche. Alors, effectivement, là, je vais prendre la parole. Donc, je suis au niveau de la direction des énergies du CEA. Et en fait, en tant que, je dirais, pas développeur de matériaux, mais en fait, en tant que demandeur de matériaux. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que le CEA, c'est énergie atomique et énergie alternative. Il faut quand même pas oublier parce que souvent les gens oublient la moitié. Donc en fait, effectivement, nous en tant que demandeurs de matériaux avec des propriétés, on a le nucléaire et le non nucléaire. On est vraiment aujourd'hui sur ces deux aspects-là qu'il faut absolument ne pas opposer d'ailleurs, mais vraiment c'est une complémentarité. Donc on a beaucoup de problématiques matériaux côté nucléaire. Donc c'est ce qui est à gauche sur ce petit schéma. Bon, en fait, on va travailler pour le nucléaire actuel, c'est essentiellement du problème de prolongation. Le micro, allez. De prolongation de durée de vie. Je ne sais pas s'il marche là. C'est pas moi qui fais tout. Là, ça marche. Voilà. Donc, je disais, à gauche, vous avez l'aspect nucléaire. Donc, le nucléaire actuel où la problématique essentielle, c'est la durabilité, c'est la prolongation. Vous avez le nucléaire, j'ai envie de dire, de demain, c'est les petits réacteurs modulaires. Vous avez le nucléaire d'après-demain, qui est la fusion. Donc, c'est une perspective plus lointaine. Et puis, à droite, vous avez effectivement les énergies alternatives. Donc, on a essentiellement le photovoltaïque. Qui dit photovoltaïque dit beaucoup d'intermittence. Donc, on se pose des tas de questions côté batterie et côté hydrogène. Donc, tout ça, ça nous fait un cahier des charges énorme. Et en fait, pour nous, les drivers, les mots-clés, c'est la performance, c'est la durabilité, ça c'est extrêmement important. Tout ce qui est aussi impact environnementaux, parce que par rapport aux recherches qu'on faisait il y a quelques années, on se pose des questions qu'on ne se posait pas à l'époque. Donc, tout de suite, les problèmes matériaux critiques, empreintes environnementales, etc. Et la réglementation, parce que si on est obligé de tenir compte des recommandations, en particulier européennes, qui bougent beaucoup. Et voilà, il faut qu'on en tienne compte dans notre cahier des charges. Donc, beaucoup de travail. Et j'ai peut-être envie de rajouter un dernier mot-clé. J'aime pas trop, mais c'est le coût. Parce qu'aujourd'hui, développer une technologie, si elle n'est pas à un coût maîtrisé et compétitif, en fait, on n'arrivera pas à la déployer. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Je pense que ces mots-clés sont importants parce que c'est. Moi, je suis trop petite. Hein. Hop, et oui. Ça va le tenir, voilà, ça va aller mieux. Désolée hein, pour ces problèmes de logistique. J'ai pas mon petit banc, j'ai pas, enfin, on va y arriver. Il me faut toujours moins un petit bonnet à ces pupitres. C'est mal équipé hein, quand même. C'est vrai que les nouvelles générations sont plus grandes et en particulier la personne à qui je vais passer la parole maintenant, Monsieur Salot,
qui va être un bon représentant d'un autre domaine, qui va être celui de la mobilité. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont rebondir les uns par rapport aux autres. À vous. À vous. Merci pour l'introduction. Donc, en effet, Pierre Salot, côté Safrantech. Donc, moi, je suis rattaché, en effet, comme j'essaie de le présenter rapidement ici, à un pôle de recherche, hein, et un centre de recherche commun qui a été inauguré pour Safran, en tout cas en 2015, et qui vise justement, via ses activités, à supporter l'activité du groupe dans son intégralité. Donc, on est en transverse par rapport à toutes les business units groupe que vous avez ici renommées, puisque vous en avez certaines. On a fait l'historique là, de la météorologie. Je pense que vous ne les avez pas toutes connues sous ce nom-là, mais vous connaissez sans doute les produits qui, pour certains, n'ont pas changé. Et donc, le groupe Safran, hein, grosso modo, j'aime bien dire cette phrase-là, c'est qu'on fait tout sauf l'avion. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'architecture avionique. On fait, par contre, tout ce qui va se trouver à l'intérieur. Donc, ça va du siège d'avion jusqu'à la propulsion. Et donc, au niveau de Safrantech, on a toutes ces activités, hein, tous les matériaux sont représentés. Donc, on est en effet, par rapport à l'essai 2M, on travaille vraiment les 2M. Voilà. Quelques chiffres également qui vous sont présentés. On est répartis sur 5 sites en tout, hein, sur la recherche. Et donc, nous, en tout cas, ce qui me concerne, on est spécialisé dans la partie matériaux et procédés. Et donc, rapidement, sur la deuxième slide peut-être, enfin, aujourd'hui, hein, si on prend la partie, enfin, qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui du point de vue matériaux et procédés chez Safran, et notamment côté Safrantech. Une grosse partie du programme, 90% du programme, se répartit suivant les 3 axes qui sont présentés ici, hein, et donc qui vont porter notamment sur la décarbonation de l'aéronautique, hein. C'est une grosse partie de nos activités. Et donc, ça va regrouper pas mal de choses dont on va sans doute discuter. La criticité des matières, l'intégration de nouveaux fuels, et puis tout ce qui va porter à l'allègement des structures, puisqu'on est quand même dans l'aéronautique. On est quand même très contraint du point de vue volume et masse. Voilà. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à Yvan Chastel, de Renault. Et voilà. Merci. Donc, effectivement, je suis dans la filière expertise du groupe Renault. Alors, c'est métaux, procédés et anti-corrosion qui comprend la peinture. Vous voyez, c'est un domaine très manufacturing également, parce qu'il n'y a pas de matériaux sans transformation et mise en forme. Ça, c'est mon slogan. Donc, quelques rappels, on va dire, parce qu'à moins d'être ermite, je pense que tout le monde connaît l'actualité automobile à travers la presse en termes de transformation majeure que nous vivons. C'est un contexte, bien entendu, particulièrement exceptionnel pour l'industrie, d'un point de vue connectivité, d'un point de vue un peu autonomous driving, mais surtout tout ce qui est les environnements incertains, qui vont de l'énergie, matière première, voire même digitale. La population qui évolue, ça a un impact pour nous, c'est notre marché. Mais tous les contextes sociétaux, évidemment, nous impactent. Et c'est traduit également, et je rejoins mes collègues là, c'est très transversal, les cadres réglementaires, j'ai dit bien les, parce qu'il y en a un certain nombre au niveau européen, au niveau international et autres, qui font que effectivement nous avons des orientations très très strictes, on va dire, à respecter, au-delà même de certaines motivations propres qui sont les nôtres. Donc ça touche bien entendu les émissions avec le café de CO2, mais également le bruit, également la réduction des émissions de particules au freinage, hein, donc les émissions au sens large, la partie safety et connectivité avec les matériaux pour l'électronique, c'est majeur également pour nous, il faut le dire à présent. La partie EV, batterie, bon, matériaux pour l'électrique, et puis les substances. Et ça va, je dirais évidemment avec une certaine actualité type PFAS, REACH depuis longtemps et évolutive, et puis également toute la partie end of life, donc recyclabilité, recyclage, etc., avec au total donc pas moins de 8 événements majeurs en moyenne, hein, par an, avec 80% qui ont un fort impact. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire pour nous. Donc, c'est vraiment très important. Alors, ça se décline avec, par exemple, des leviers qui sont pour nous l'évolution du mix énergétique, c'est-à-dire le passage à une électrification
importante, hein, qui est voulue par certains et qui est très, très importante, bien entendu. Plus globalement, la neutralité carbone qui se décline avec beaucoup d'actions très différentes, du manufacturing jusqu'à tout ce qui est évidemment la supply chain. Et le schéma qui est ici en bas au centre, un peu caché, mais qui est très, très important, puisque on passe, je dirais, des émissions à l'usage à l'émission globale sur tout le cycle de vie du véhicule. Et là, bien entendu, l'élaboration de la matière est en première ligne. Hein. C'est très, très important. Alors, ne mémorisez pas ces ratios impact-masse. Évidemment, il y a quelque chose qui est en filigrane partout. Là, c'est les 3 R, le recyclage, la réduction, etc. Voilà. Ensuite, dernier point très, très important, c'est les matières critiques. L'or noir a été cité, mais de façon générale, tout ce qui est supply chain est majeur pour nous. Et puis, le dernier schéma, j'oublie pas, le coût, la performance industrielle, c'est majeur. Tout ce qui est produit, procès, etc., c'est quand même un axe majeur pour nous. Merci. Merci. Je pense qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Ça va être assez facile, là, quand même. Hein. Donc, Monsieur Reynaud, d'OP Mobility, là, vous êtes bien entre voisins, là, Oui, l'autre, là. les Voilà. contraintes de Yann, qui est mon client, sont les miennes, Exactement. évidemment. Yvan, pardon. OP Mobility, vous le connaissez peut-être sous l'ancien nom, Plastic Omnium. Pourquoi on a changé de nom? Parce qu'on est aussi en train de changer. En 46, comme l'a brillamment présenté la conférencière, le plastique c'est fantastique, on en met partout et on a gagné notre vie en peignant des plastiques et en faisant du plastic processing. La société a beaucoup pivoté sur les nouvelles énergies. On fait des batteries, donc évidemment dans des casings soit métalliques, soit composites. On est passé aussi sur l'hydrogène, un des paris possibles pour les énergies du futur pour la mobilité, en tout cas la mobilité lourde. Donc là, encore une fois, beaucoup d'usage de composites et des systèmes de plus en plus contrôlés. Vous avez parlé de connectivité tout à l'heure. Donc le groupe, c'est un groupe mondial. Pour l'instant, il y a beaucoup de recherche qui est localisée en France, mais une tendance pression des coûts, hein, vous l'avez évoqué Yvan juste avant, pression des coûts donc d'avoir de la recherche qui se délocalise au niveau de la partie stockage de carburant. Notre premier marché, c'est les États-Unis, même avant l'arrivée de M. Trump. Donc c'est là-bas qu'on continue à faire de la recherche, qu'on continue à faire de l'hybridation et on continue à investir dans les réservoirs à carburant pour tout ce qui va être gestion des évaporations. Donc nous aussi, on aime beaucoup les normes parce que les normes nous poussent à évoluer. On le fait en collaboration avec différents labos. Si on peut juste montrer peut-être le slide d'après, nos axes de recherche, et puis pour lancer la suite des discussions. Évidemment, on ne parle pas de matériaux sans procédés. Hein, c'est vraiment sur notre machinery design, nos takt time, qu'on arrive à faire nos quelques pourcents de marge opérationnelle. Hein, c'est dans le monde de l'auto, on parle en petits pourcents, c'est pas du tout le monde du luxe. Avec une concurrence exacerbée des pays asiatiques, ça vous l'avez entendu, pas que dans la voiture électrique, hein, et également dans les voitures hybrides qui sont un peu plus demandées en Europe, et puis un export ou du moins une délocalisation des Chinois sur le terrain européen qui devient assez prégnante. La transition énergétique, nous aujourd'hui on a choisi de ne pas choisir. Et donc, on adresse effectivement des solutions de batterie avec différentes chimies. On a soutenu des sociétés comme Tiamat Energy pour faire du sodium-ion, pour le faire en France. On est actionnaire de Vercor pour avoir une filière française au niveau de cette production de batteries. Mais comme je vous l'ai dit, on regarde aussi l'hydrogène. On est en train de construire une très grosse usine qui livrera un de vos concurrents pour commencer sur les réservoirs qui sera produit juste à côté de Compiègne. Et là, c'est vraiment que du composite et on a parlé de prix. Comment j'arrive à réduire ma quantité de carbone pour baisser le prix de ce stockage? Les PFAS, on a investi énormément sur les piles à combustible. Il y a des PFAS dans la pile à combustible. Et là, on nous dit, non, vous enlevez les PFAS. Bon, donc encore un investissement, mais avec votre aide et puis avec la recherche sur les matériaux, on va arriver à trouver une solution de remplacement. Merci. Je passe la parole à Bruno pour la première question. Voilà. Donc en fait, on a avec Daniel, on a articulé cette table ronde. Après, merci, c'est pour cette présentation tour de table en 3 parties. Donc la première partie, hein, donc je pense que vous l'avez déjà tous. Vous m'entendez? Oui, ça marche, ouais.
Donc, vous l'avez déjà tous plus ou moins introduit, hein. On est aujourd'hui dans un contexte économique, dans un contexte géopolitique, dans un contexte de transition et d'impact environnemental. Ça a évidemment des impacts sur le choix des procédés, sur le choix des procédés de mise en œuvre des matériaux dans vos industries. Et donc, on va tourner sur un certain nombre de questions sur cette thématique-là. Et je vais m'adresser en premier à Monsieur Pierre Salot, si vous pouvez prendre le micro. Dans le domaine de l'aéronautique, ces problématiques de matériaux critiques, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bah, donc, du coup, quand on voyait un peu dans l'historique qui a été brossé juste avant, on a en effet, dans les dernières années, plutôt une activité où on considérait que la matière était relativement disponible, hein. Alors, il y a des aspects coûts, évidemment, qui sont toujours prégnants dans l'industrie, mais néanmoins, ça restait quand même des choses relativement abordables. Voilà. Et donc, il y a quand même beaucoup d'équipements qui ont été développés dans l'aéronautique. On est contraint en termes de masse et de volume, hein. Donc notamment sur tout ce qui va être équipement électrique, hein, voilà. Et donc bah, certaines matières aujourd'hui deviennent plus difficiles à justement approvisionner. Les supply chains se tendent et donc bah, il y a en effet des contraintes de plus en plus fortes sur ces produits-là. Donc on parle en plus d'hybrider ou d'électrifier les aéronefs. Donc c'est une contrainte supplémentaire puisque le volume au final d'affaires va croître. Donc c'est un enjeu qui nous pousse ben, voilà, à redéfinir des supply chains, à réinvestiguer certains systèmes. Donc voilà, donc c'est des contraintes, on va dire, géopolitiques aujourd'hui, hein, qui se dessinent. Mais c'est aussi des opportunités, je dirais, pour la recherche et pour la météorologie, puisque bah, il va falloir, grosso modo, réinvestiguer des systèmes qui peut-être ont été moins regardés dans le passé, puisque c'était plus facile de travailler avec des systèmes tout de suite performants. Et donc, il va falloir les développer. Voilà. Donc, c'est un premier axe pour moi en effet, de discussion et de travail avec les laboratoires, on va dire, aujourd'hui, hein, et qui peuvent offrir justement comment dire, des perspectives à la recherche, notamment du point de vue des matériaux et de la météorologie. Merci beaucoup. Monsieur Jastel, justement, je voudrais vous demander le micro. Oui, dans une supply chain tendue, dans la mondialisation de l'automobile, ça doit pas être facile aujourd'hui. Slogan, gardons la maîtrise de nos matières. Ouais. Ça, chez Renault, très important. Ouais. Oui, les matières critiques, comme vous disiez, sont maintenant essentielles pour toute une série. Oui, pour toute une série de nouvelles technologies que nous développons. Et donc, en lien avec mon slogan, je dirais, il y a la partie souveraineté, hein, c'est un grand mot, mais c'est évidemment à mettre en place. Alors, je ne parle pas des matières actives pour les batteries qui sont essentielles. Là, on est d'accord, c'est un vrai sujet, puisqu'on on est vraiment pas, je dirais, maître de la supply chain jusqu'au minerai, hein. Il faut en avoir conscience. Donc, il y a ceci, il y a tout ce qui est, je l'ai cité, technologie électronique, c'est majeur. Et puis, un point qui est très important, hein, il y a le Critical Raw Material Act, qui, j'espère, va nous aider, hein, dans cette maîtrise de nos matières, avec la définition des matières critiques et des matières stratégiques. Et parfois, on ne pense pas, mais bon, voilà, l'aluminium, ça peut être stratégique. Et donc, là aussi, il faut quelque part garder la maîtrise de ceci. Bien sûr, le cuivre, par l'électrification, le cuivre. Donc, il y a parfois des matières auxquelles on ne pense pas. Bon, sinon, il y a tout le tableau de l'or noir, et etc., qui est évidemment à maîtriser. Monsieur Reynaud, dans votre domaine, criticité, c'est une grosse criticité, la supply chain. Je vais prendre un autre exemple d'un constructeur chinois pour parler un peu de mondialisation. On n'est jamais awardé sur une pièce sur la durée de vie du véhicule. Tous les ans, cette pièce est remise en cause. Le sourcing de cette pièce est remis en cause et il va aller vers le moins 10 ans. C'est-à-dire que les progrès que l'on doit faire sur l'achat de la matière, la transformation de la matière et bien sûr la qualité
sont critiques et ça nous pousse vraiment à avoir des barrières à l'entrée, des éléments de différenciation, de la technicité qu'on ne peut pas faire copier parce que sinon, effectivement, ce type d'acteur, il développe avec un fournisseur expert quelque chose d'assez technique. C'est bien validé, on n'a plus qu'à le copier. Et donc ça, je pense que aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend en termes de politique et de direction qu'essaye de prendre l'Europe pour protéger sa filière, je pense que c'est un élément clé. Ayons des éléments de technologie qui nous appartiennent, sur lesquels on a de la souveraineté. Alors peut-être qu'il faudra aller l'exporter, aller le produire quelque part pour pas mettre ces matières-là dans des bateaux ou autres, mais à nous de nous assurer d'avoir cet élément différenciant, ce coup d'avance et qui permet de garder cette industrie. Madame Burlet, oui. Si je peux me Oui, permettre, oui, la vas-y, vas-y. traçabilité en termes de matière, c'est un atout de recherche. Absolument, absolument. Oui. Et Madame Burlet, dans le domaine des énergies, parce qu'évidemment, on produit les matériaux, on a dit, là, c'est les utilisateurs de matériaux et donc il faut les produire. On a besoin d'énergie, donc on a besoin d'énergie décarbonée. Est-ce que dans les énergies, pour produire ces fameuses énergies décarbonées, on est aussi confronté à cette même problématique de criticité des matériaux? Oui, bien sûr. Alors, je pourrais prendre plusieurs exemples, mais le photovoltaïque, il faut quand même réaliser qu'on a, alors, on a quand même besoin de beaucoup de silicium qui est relativement accessible, hein, mais pas que. On a le problème, par exemple, de l'argent dans le photovoltaïque. Hein, donc, on essaie vraiment de limiter la quantité d'argent ou de le remplacer par le cuivre. Alors, vous allez me dire, le cuivre, c'est aussi un autre problème. Donc, en fait, on regarde aussi, il faut vraiment regarder, bon, c'est peut-être plus votre deuxième question, en fait, c'est aussi toutes les empreintes en CO2, hein, parce qu'il faut vraiment réaliser. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est la batterie. La batterie, il faut savoir qu'une batterie qui arrive en France, elle a déjà fait 50 000 kilomètres, en fait, puisqu'entre le moment où l'endroit où vous extrayez la matière, vous la raffinez, vous en faites une cellule, vous en faites un stack, en fait, elle a fait 50 000 kilomètres avant même que vous la démarriez. Donc, vous voyez, elle a déjà quand même un sacré vécu et un vécu en CO2, parce qu'en fait, elle a traversé, bon, elle a en fait émis, parce qu'elle a tout simplement été transportée beaucoup de CO2. Alors, c'est vrai que sur les batteries, par exemple, on travaille beaucoup dans les labos de recherche sur comment diminuer, parce que vraiment, on nous a dit, première chose, diminuer la quantité de cobalt, hein, parce que les batteries, il y a beaucoup de NMC, donc c'est du cobalt. Donc, cobalt, parce que c'est critique, donc c'est difficile d'accès et c'est de plus en plus cher. Après, on nous a dit, ah oui, mais vous faites du nickel riche, mais non, parce que le nickel, c'est stratégique, parce que le nickel, en fait, c'est des usages concurrentiels. Vous avez le nickel dans la défense, c'est les fameux superalliages qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, en fait, il y a d'autres usages. Donc, faites des batteries, mais alors sans cobalt, sans nickel. Bon, alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on recherche, en fait, on travaille actuellement, par exemple, sur l'organique à queue. Donc, ça, c'est plutôt du stationnaire. Hein, je parle pas de la mobilité, hein, des batteries stationnaires. Donc là, on peut espérer, effectivement, ne pas avoir de matériaux critiques. Voilà. Donc, il y a, en fait, là, je prends un peu une casquette recherche, hein, parce que comme je suis au CEA, c'est comme dans mon ADN, si je puis dire. Il y a énormément de recherches à faire pour, effectivement, trouver des solutions. Alors, j'ai envie de dire, quelque part, tous les matériaux, à un moment donné, deviennent critiques, hein, parce qu'on nous dit même le béton, ça devient critique, l'acier, ça devient critique, l'aluminium. Donc, enfin, il faut quand même utiliser au mieux, c'est ce qu'on appelle l'intensité matériaux, hein, c'est au mieux les matériaux, c'est-à-dire, si vous utilisez du platine pour faire une réaction de catalyse, il faut le mettre là où il est utile, et surtout pas en mettre de partout, voilà. Et vraiment travailler sur cette optimisation. Donc, beaucoup de travail à faire là-dessus. Merci pour cette transition. Je passe là. Oui, je pense que là, on va effectivement aller sur une deuxième thématique qui correspond à un certain nombre de mots-clés qui ont été mis en avant lors des présentations des 4 participants, mais aussi qui viennent d'être là insistés. Le bon matériau au bon endroit, dans la quantité qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Donc, effectivement, il y a une utilisation optimale hein, du choix du matériau pour l'usage, pour des raisons économiques, de disponibilité, d'impact environnemental, etc. C'est pour ça qu'on parle des 3 R. Hein. L'un d'entre vous, dans sa présentation, parlait des 3 R. Il y a peut-être un petit 4e là qui va surgir tout à l'heure aussi sur le sujet. Hein, donc réduire, réparer, recycler. Peut-être que réutiliser va venir sur la table assez rapidement. Et puis toutes les réglementations dont on a entendu parler, REACH et autres, tout ça, c'est des champs de contraintes hein, qui sont importants. On a vu aussi arriver les cycles de vie, et je pense que les 50 000 kilomètres de la batterie sont quand même importants à garder en tête, et en tous les cas, moi, je vais les garder en tête, ça c'est sûr. Hein.
les aspects de neutralité carbone, etc. Donc, en fait, on est sur des sujets qui sont complémentaires de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, moi, je propose de lancer cette discussion et n'hésitez pas à rebondir, là, comme ça c'est fait dans les passages de micro par Monsieur Chastel. Hein. Donc, recyclage, recyclabilité, utilisation de matériaux recyclés, c'est une obligation réglementaire. Vous n'avez pas trop le choix non plus. Hein. Vous avez un VHU qui traîne derrière aussi. Et pouvez-vous nous en parler? Comment vous y faites face côté automobile? Positivons, c'est une opportunité. Premièrement, réduire la meilleure matière, c'est celle qui n'est pas utilisée parfois, soit en engagement, en transformation, soit même dans un véhicule, hein, en termes d'allègement parfois. Ça, c'est très bien. Ensuite, bien sûr, il y a la réglementation du VHU, mais bon, On le sait. c'est C'est vieux, digéré. presque pour nous, c'est systématique et ça, on change rien. En revanche, effectivement, tout ce qui est filière de recyclage, les boucles courtes, alors c'est un mot un peu interne, mais carrément prendre des chutes d'emboutissage et puis les faire refaire passer pour faire des bobines le plus rapidement possible, c'est très efficace. Hein. Et puis, ça touche également à Toute la filière. toute la filière. Et puis, quand on parle de l'empreinte carbone, hein, on va dire un aluminium, c'est 4 kilos kilos de CO2 en termes euh, je dirais de masse. Si on prend du recyclé, c'est tout de suite 1. Donc, voilà, il y a des ordres de grandeur qui sont vraiment propices, je dirais, à tout ce qui est recyclage. Et puis, réparabilité. Bon, il y a par exemple le programme Refactory, sans faire, je dirais, de publicité, avec également l'accompagnement de toute la filière d'un point de vue formation, compétences, parce que réparabilité, bien entendu, aujourd'hui, l'automobile est très établie, et avec l'arrivée à la fois de l'électrique et puis de tout ce qui est en préparation d'un point de vue réparabilité, il y a par exemple le campus de Flins qui est lancé. Je pense que vous avez un voisin là qui doit pouvoir Oui, oui, compléter sur le même sujet. Hein. exactement sur le même sujet. Puis, comme on est dans une école, je vais lancer des sujets de recherche. Nous, aujourd'hui, on avait travaillé avec les écoles de Lyon sur effectivement du plastique reparable. Alors, du plastique dopé, chargé, qui permet de réorienter les fibres qui auraient pu avoir un petit crash, un tout petit un choc parking, on va dire, à quelques kilomètres heure. Bon, après, en termes de recyclage, nous, on a trois types de pièces. En fait, on a les pièces qui sont cachées, un réservoir, vous le voyez jamais. Donc là, on fait du recyclage direct. Il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de couleur. Là où on est un peu embêté, c'est sur les pièces d'aspect justement, on doit les peindre. Hein, donc, je ne parle pas d'un pare-choc d'un utilitaire, je parle de la dernière Renault 5 que vous avez mis et dont on a la fierté de vous livrer le pare-choc. Jusqu'à 20% de matière recyclée, pas de problème. On sait encore mettre le primaire d'accrochage et la peinture et ne pas avoir de défaut de peinture. Dès qu'on va aller chercher les 30-40%, qui est la cible qu'il faut qu'on atteigne, là, on va avoir deux types de problèmes. La fragilité de la pièce sur les températures basses et la qualité de la peinture. Donc là, il y a plein de champs de recherche. On a parlé de beaucoup de jeunes en ouverture. Il y a vraiment encore beaucoup de travaux sur les matériaux. Après, comme on parle d'empreinte carbone, je voudrais donner quelques ordres de grandeur. La Citroën Ami, elle est grise. Bon, on pourrait très bien faire du jaune Laposte. Sauf que c'est pas ce teint et masse, c'est pas du tout le même impact en grammes de CO2. Ça, je pense que vous le mesurez complètement chez Renault. Toute la partie soit teint et masse, soit peinture, ça n'a pas le même impact. Autre exemple, l'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est un liner en HDPE avec de la fibre de carbone enduite de résine autour. Donc évidemment, on travaille beaucoup sur la résine. Pourquoi on travaille beaucoup sur la résine? Parce que cette résine, on va la passer au four, autoclave, et on va consommer du 80-100 degrés pour le four pendant 2 heures. Donc, si j'arrive à faire que 1 heure de cuisson parce que j'ai une résine à fast curing, donc là c'est l'autre M, hein, c'est pas métallurgie, c'est l'autre M, aidez-moi. Pareil pour la peinture. La peinture, un pare-choc de R5, je ne vais pas donner tous mes secrets, mais c'est 2 heures à 80 degrés pour sécher la peinture. Donc, tout ce qu'on va pouvoir gagner sur ces durées et ces quantités de four et donc d'énergie consommée, même si on a des jolis panneaux photovoltaïques sur la plupart de nos usines, ça ne suffit pas. Autant essayer de ne pas les consommer dès le départ. Alors, on va rester dans la mobilité, mais sur un autre domaine. Hein, c'est dans le domaine de l'aéronautique. Donc, on va passer la parole à
à Monsieur Salot, hein. Vous savez réduire parce que alléger, ça compte, hein. Tout kilo qui vole est important. Il n'y a pas que celui qui roule, tout en améliorant les performances. Peu de gens savent que c'est peut-être pas votre truc, le recyclage, hein, vu la durée de vie des avions. Par contre, réparation et réutilisation, qui est le quatrième R dont on n'a pas trop parlé jusque-là, sont quand même au cœur de vos activités. Vous pourriez nous en dire plus? Il y en a qui vont peut-être découvrir dans quoi ils volent de temps en temps. C'est important, hein. Donc en effet, oui, dans l'aéronautique, la réparation, c'est quelque chose qui est assez développé au final. Bon, ceux qui lisent un peu la presse technique, hein, vous voyez que Safran ou d'autres, je dirais, fabricants de moteurs, par exemple, investissent massivement en ce moment dans la MRO, ce qu'on appelle la MRO, donc la maintenance. Et donc, en fait, c'est des organismes qui sont répartis au niveau mondial, hein, où on traite notamment toutes nos pièces. Donc, il y a de la MRO qui est réalisée par Safran, donc il y a des gammes de réparations qui sont implémentées en interne, sur lesquelles on répare nos pièces, et puis il y a aussi de la MRO client. Donc, puisque ça, c'est une particularité de l'aéronautique, c'est que les pièces ne nous appartiennent pas tout le jour. Bon, ça dépend des business models qui sont prévus à la vente, mais on a beaucoup de pièces, et ça peut impacter notamment le recyclage. Donc, c'est un des axes aussi sur lesquels on travaille beaucoup. C'est que beaucoup des pièces qui sont en fin de vie, au final, appartiennent à nos clients, qui peuvent choisir de les détruire, de les recycler ou de les réparer. Donc ça, voilà, c'est des programmes qui, en plus, dans l'aéronautique, il faut avoir en tête, hein, que c'est des programmes qui ont des durées de vie de 40 ans, hein. Et donc, on a des pièces qui volent depuis lors, qu'on doit maintenir en vol. Donc, un peu la particularité de l'aéronautique, hein, c'est qu'on a au final, à recycler aujourd'hui. Je dirais la mine urbaine dont on dispose, c'est des produits qui ont 40 ans. Donc, des conceptions anciennes qui n'étaient pas forcément celles qu'on choisirait aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu particulier et sur lesquels on travaille pour justement améliorer le futur, notamment en termes de recyclabilité des produits. Donc ça implique des aspects business, hein, en termes de vente des produits qui appartiennent au produit final, de localisation aussi des produits en fin de vie. C'est aussi les produits finissent dans le monde, hein, entier. Et puis après, les filières de recyclage qu'on peut mettre derrière. Et si on arrive à démonter nos produits et à les réintégrer directement, puisqu'on suit toutes nos pièces, hein, on est aussi capable, avec des modèles de durée de vie, on parlait pas mal aussi juste avant des compétences fortes en France sur le lien entre la mécanique et les matériaux, et c'est vrai, c'est une de nos particularités. Donc on est capable de prédire, en tout cas de monitorer l'état de santé de nos pièces et de savoir si elles peuvent continuer à voler encore des dizaines d'années ou pas. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est en développement et qu'on essaye d'introduire sur de plus en plus de produits. Merci. En fait, Madame Burlet a insisté au départ sur le fait qu'il fallait pas oublier le nucléaire, hein, et que il n'y avait pas que les nouvelles technologies et que ça restait quand même fondamental, en particulier pour avoir de l'énergie verte. Est-ce que vous pourriez nous parler des enjeux du recyclage du combustible, hein, dans cette filière, voire des enjeux du recyclage de façon générale, hein, mais je pense pendant qu'on est sur le sujet, c'est quand même peut-être important. Je pense que Yves en parlera peut-être mieux que moi sur le. Non, il veut pas. Alors voilà. Bon. Ah ouais, alors là, je sens que je vais prendre des risques. Là, on est dans le subliminal, hein, quand même. Hein, ouais. Bon, c'est sûr que le recyclage du combustible, hein, dans le nucléaire, c'est quelque chose qui est maîtrisé, hein. Donc, vous savez très bien qu'en France, on est parti dessus, hein. Donc, en fait, quand on sort le combustible d'AREP, effectivement, on l'envoie à La Hague. On est capable, effectivement, de le recycler pour en faire du MOX. Donc, on le recycle pas un certain nombre de fois, mais c'est une façon quand même de limiter, effectivement, la quantité d'uranium primaire dont on a besoin. Donc, c'est vraiment indispensable. Alors, vous savez ou pas que la surgénération, elle était justement là pour ça, hein. C'était à l'époque vraiment fait pour effectivement se
être un surrégénérateur par définition, il n'a pas besoin de nouvelles matières et il recycle en permanence. Donc, c'était vraiment l'objectif. Alors, vous savez que ça a été compliqué. On va pas refaire l'historique, hein. Bon, il y a eu l'arrêt d'Astrid, l'arrêt de Superphénix, et puis de tout ce qu'on avait redéveloppé sur. Ça va peut-être revenir parce que effectivement, on a ce sujet-là. Alors, il faut bien avoir en tête que donc aujourd'hui, on a effectivement ces REP, les EPR. Bon, les EPR, ça, on a parlé coût, hein, donc on a un vrai sujet sur le coût des EPR actuellement. Bon, mais et on regarde beaucoup en ce moment, c'est ce que je disais, c'est un petit peu le nucléaire de demain, pas d'après-demain, hein, tout ce qu'on appelle les SMR, les AMR. Alors désolé pour tous ces sigles. Tout ça, c'est des réacteurs modulaires, donc qui sont plus petits, qui sont censés être beaucoup plus faciles à manipuler, qui demandent moins de sécurité. Donc ça, c'est extrêmement important. Par contre, il y a plein de technologies différentes. C'est ce que les gens n'ont pas trop compris, c'est que quand on parle de SMR, c'est Small Modular Reactor. Donc c'est petit et c'est modulaire, mais une fois qu'on a dit ça, vous pouvez avoir des réacteurs à eau pressurisés, vous pouvez avoir des réacteurs à sodium, vous pouvez des réacteurs à sel fondu. Donc en fait, il y a énormément de technologies et là, il y a effectivement beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses à faire, hein, au niveau R&D avec des maturités très différentes en plus. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, quand on raisonne nucléaire, effectivement, d'entrée de jeu, on va regarder les matières. On regarde beaucoup cette notion d'intensité matériaux qui, au début, moi, me perturbait un peu, mais ça veut dire quoi? C'est le nombre de kilos de matière nécessaire pour des gigawattheures. Enfin, vous voyez, on regarde vraiment ça et on compare effectivement les REP avec les nouveaux petits réacteurs. On compare ça au PV, on compare ça à l'éolien et effectivement, on a des variations qui sont quand même assez conséquentes. Et on en revient. Alors là, je mélange en même temps, mais tout est tellement contraint. Et la difficulté pour moi, c'est qu'il faut prendre tout ça en compte. Donc, on a des problèmes effectivement d'intensité matériaux. Donc, il faut avoir le moins de matière possible pour produire un maximum d'énergie. Vous avez toutes ces notions effectivement de matériaux plus ou moins critiques, plus ou moins accessibles, etc. Et toutes ces notions aussi de recyclabilité, recyclabilité à un maximum et d'introduire des matériaux recyclés, ce qui n'est pas du tout facile. Parce que là, on parle nucléaire, mais c'est vrai que ne serait-ce que si vous raisonnez une batterie même, la matière recyclée, elle a jamais exactement les mêmes propriétés que la matière nouvelle. Et donc, en fait, d'incorporer des taux de matériaux recyclés, c'est quelque chose qui dépend vraiment de la recherche. Alors, je vais prendre un dernier exemple très court. Aussi, par exemple, sur l'hydrogène, on parle beaucoup de platine. Et en fait, on dit qu'on a besoin que ce soit les piles à combustible ou les électrolyseurs à basse température, on a besoin de platine, hein, ce qui est bien un matériau qui est très critique. Et en fait, on me dit, mais attendez, on sait de Johnson Matthey, c'est faire depuis des années du platine. Et c'est vrai que le platine que vous achetez, en fait, à 70%, c'est du platine recyclé. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que c'est du platine recyclé de pot catalytique. Et que demain, il y aura plus de pot catalytique. Donc, on m'a dit, ah ben oui, mais donc en fait, ta source de platine, voilà. Et donc, recycler du platine qui vient d'une pile à combustible, ben, c'est pas les mêmes procédés parce qu'il n'est pas dans le même état. C'est plus compliqué, ça va coûter plus cher que du platine qui vient d'un pot catalytique. Donc, tout ça pour dire, on est dans un système extrêmement contraint où il faut absolument prendre tout en compte et sans oublier rien. Et voilà. Donc, beaucoup de sujets. Là, on est dans une école d'ingénieurs. Je pense que les jeunes, ils ont des challenges colossaux devant eux. Il y a vraiment de quoi faire. Et les matériaux peuvent vraiment jouer un rôle très important. Merci. Ben justement, vous faites parfaitement les transitions avec la dernière thématique de la table ronde. Dans cette dernière thématique, en fait, on va s'intéresser maintenant à la partie un peu recherche. On a déjà beaucoup parlé, hein, il y a besoin de beaucoup de recherche. Hein. On voit pour les différentes raisons qui ont été évoquées sur les contraintes matériaux, les nouveaux cahiers des charges. Donc, il y a besoin d'énormément de R&D. La question qu'on se pose, c'est la R&D elle-même, comment elle doit évoluer face à ces challenges? Quelles sont les nouvelles solutions? Qu'est-ce qu'on doit faire en termes de R&D? Comment on doit réinventer? Comment on doit collaborer entre filières? Voilà, c'est un peu une question un peu ouverte que je vais vous poser les uns après les autres sur la partie R&D. Monsieur Reynaud, si vous voulez entamer. Merci, oui, je vois bien. On a organisé l'année dernière, au mois d'octobre, un symposium ouvert à tous sur l'IA. Et il y avait un autre collègue de Safran qui était là. Il y avait une start-up qui venait, désolé, des États-Unis.
et qui proposait de partir du cahier des charges, hein, tel que ça a été présenté tout à l'heure, en disant mais je vais remonter à une génération de molécules ou de matériaux, voire de multi-matériaux qui va répondre à ce besoin. Et du coup, le collègue de Safran, il m'a rappelé, ouais, j'ai avancé avec cette startup, c'est génial, merci de nous l'avoir présenté. Donc, on a beaucoup de sujets en commun, même si les applications sont très différentes sur la partie corrosion, traitement de surface, sur les parties matériaux composites, on a beaucoup à partager. Aujourd'hui, quand on a présenté au CES de Las Vegas en janvier une batterie, un battery pack, parce que nous, on ne fait pas les cellules, on assemble les cellules dans des packs, qui peut faire 50% de moins de poids sur sa structure, 30% de CO2 en moins pour le produire, et puis surtout, je pense que pour les clients automobiles, 10% de coûts en moins. Comment on arrive à ça? Grâce à des procédés de mise en forme de fibres de verre dopées localement avec d'autres matériaux. Quand je dois protéger du feu, quand je dois protéger de la compatibilité électromagnétique ou de l'immunité à des ondes électromagnétiques, venir le doper localement. Et ça, c'est bien grâce à des outils d'IA qu'on va aller vite, qu'on va aller plus vite que les concurrents asiatiques que j'ai déjà cités. Et pour prendre un exemple très très concret de l'utilisation de l'IA dans les calculs d'éléments finis, quand on vient faire un haillon arrière d'un véhicule, évidemment, le process est simulé de comment, quand on ouvre les deux parties du moule, comment le haillon va se déformer. Calcul traditionnel avec des outils qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est environ 48 heures de calcul pour une géométrie donnée. En mettant du neural concept et en accélérant sur un certain nombre de points, de ne pas faire des éléments finis, mais utiliser un modèle pré-entraîné sur des haillons qu'on a déjà fait par le passé, parce que ça fait 25 ans qu'on en fait, on arrive à passer ce temps de calcul de 48 heures à 10 minutes. Et donc là, je redeviens compétitif en France par rapport aux autres géographies qu'on a évoquées. Et je veux juste finir sur un cocorico et pas s'auto-flageller en disant on est mauvais en France. J'étais il n'y a pas longtemps en Inde et ils ont dit ah oui, non, mais vous en Europe, vous êtes les champions du recyclage, vous en êtes où? Donc la technicité enfin nos normes, on voit ça comme une contrainte et c'est vrai que c'en est une. Par contre, ça peut nous donner sur certains aspects des avantages concurrentiels et donc les autres pays savent qu'on est en avance sur tel ou tel point et viennent chercher la technologie. Je pense que le CEA était également là-dessus. Merci. Justement, le CEA, Madame Burlet, je dirais, donc vous l'avez dit, hein, vous n'êtes pas industriel, le CEA est à cheval entre, vous n'êtes pas non plus complètement académique pour les académiques, donc vous êtes à cheval entre les deux au niveau du CEA. En fait, la question en termes d'organisation de la recherche, parce que vous voyez un peu la vision des deux côtés, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus efficace? Parce qu'on voit, on a beaucoup de challenges devant nous. Voilà, comment la recherche doit se réinventer, elle aussi, pour répondre à tous ces challenges. Oui, enfin, c'est vrai que quand on est du côté de la recherche, il faut absolument pas oublier que tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour le transférer à un moment donné au secteur économique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous en tête. Ce que je disais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est que il y a quelques années, quand on faisait de la recherche, avant tout, c'était la performance. Donc, on cherchait le matériau qui avait les meilleures performances possibles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que effectivement, le coût est enfin, faut bien savoir que même une technologie qui a une meilleure performance, si on n'a pas un gain de coût significatif, mais vraiment significatif, en fait, ça ne se déploie pas. Donc, en fait, il faut vraiment trouver vraiment des gains de coût très significatifs. Il faut effectivement se démarquer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là. Enfin, il faut arrêter de croire qu'on est toujours, on va faire aussi bien que les Asiatiques sur les batteries, alors que ça fait 20 ans qu'ils sont dessus. Enfin, je dirais pas que c'est perdu d'avance, mais enfin à peu près quoi. Donc en fait, il faut mieux carrément se positionner sur la génération d'après et essayer vraiment de. C'est ce qu'on disait aussi. Hein, faut vraiment jouer sur notre caractère différenciant. Et c'est vrai qu'en France, on a de très bons mathématiciens, on est en IA parce que moi aussi je travaille sur ces sujets-là, sur les batteries et l'hydrogène. On a vraiment, je pense, des atouts, ce qu'on appelle des atouts, à nous de les transformer et de faire en sorte surtout que les industriels, on accompagne aussi, nous suivent. C'est-à-dire, il faut absolument garder en permanence le dialogue avec les industriels, ce qui n'est pas facile. Hein. Si on regarde, par exemple, dans le cadre de France 2030, vous suivez ou pas, je sais pas, mais l'État a mis en place ces notions de stratégie nationale d'accélération
avec les PEPR qui sont financés tout à fait en amont et les industriels pas du tout impliqués. Les industriels de l'autre côté, on nous dit, mais en même temps, il faut que vous fassiez la passerelle. Donc, enfin, l'État, c'est voilà, donc débrouillez-vous. Maintenant qu'on a fait un truc complètement à part, faites en sorte que ça cause. Donc, on y arrive. Mais il faut effectivement, vraiment, j'ai envie de dire, je me retourne vers mes collègues, il faut qu'on arrive à dialoguer. Mais il faut aussi que nous, chercheurs, il faut qu'on arrive à écouter, à entendre ce que disent les industriels, mais il faut aussi qu'on soit force de proposition, parce que des fois, on prend quand même beaucoup de recul, hein. On peut prendre plus de risques que nous, parce qu'on va regarder des solutions qui, a priori, bon, ne vous intéressent pas dans un prime abord. Et je veux dire, c'est aussi notre rôle, hein, de prendre des risques. Mais il faut absolument qu'on arrive à partager. Moi, je reviendrai vraiment sur cette notion aussi d'intelligence artificielle. Il faut qu'on arrive à partager des données. Parce qu'en fait, il faut qu'on ait des retours d'expérience des industriels sur les matériaux aussi que les gens des chercheurs développent. Quand vous les utilisez, il faut qu'on ait du retour d'expérience et qu'on partage les bases de données parce que c'est ça qui fera que l'intelligence artificielle, elle sort des choses intelligentes que si les bases de données sont bonnes et sont qualifiées, quoi. Donc sinon, voilà. Donc moi, j'ai envie de lancer un petit peu là le débat. C'est est-ce que vous seriez prêt à partager plus de données, faire des bases de données vraiment, parce que pour les matériaux, ça coûte cher, hein, d'avoir des données expérimentales. Donc partageons nos données pour essayer de vraiment progresser. La data est précieuse, ça, on va pas dire le contraire. Oui, oui, non, mais il y a beaucoup de data différentes. Je pense que quand il s'agit, je dirais, de développement, d'avoir des données sur les caractéristiques pour la simulation ou pour autre, c'est clair qu'il faut les partager. Et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est intégré beaucoup dans les logiciels de calcul. Bon. Et après, c'est quelque chose, de toute manière, de tout temps, je dirais, il y avait le logiciel et puis il y avait la base de données qui était propriétaire. Ça reste le cas. Et c'est précieux. Moi, oui, tant qu'on est sur le partage, justement, parce que je pense qu'il y a un mot-clé que M. Chastel, que vous aimez bien, c'est-à-dire que le partage, c'est la cross-fertilisation. Est-ce qu'on peut partager d'autres choses? Est-ce qu'on peut aller au-delà? Oui, oui, il y a beaucoup d'outils, de toute manière, qui sont complètement transversaux. Les outils d'IA, enfin, pour remettre un peu les choses dans un contexte de temps. Oui. Parce que les outils, c'est gagner du temps, de l'argent, évidemment, etc. J'ai indiqué, on est passé à 100 semaines pour développer un véhicule. Je ne sais pas si vous réalisez. 100 semaines pour développer un véhicule. Donc, évidemment, une thèse, c'est 3 ans, à peu près, hein. Ouais. Donc, vous imaginez un petit peu les décalages dans le temps qu'il faut gérer. Et c'est à nous, je dirais, à les gérer, hein, bien entendu, à préparer l'avenir et puis à intégrer progressivement les sujets d'innovation en termes de matériaux et de procédés. Ensuite, un autre point qui est très important, le numérique nous aide beaucoup. Industrie 4.0, pour nous, c'est le quotidien aujourd'hui. Et ça va du modèle numérique digital twin total, etc. Et on est en train de descendre dans les échelles, pas autant que je le souhaiterais par rapport à l'aéronautique, hein, il faut le dire, mais, ou le nucléaire, mais c'est quelque chose qu'on pousse énormément. Voilà, donc après la cross-fertilisation, je n'ai pas oublié la question, je viens presque de le déclarer. Je dirais, si on peut effectivement, et pour nous par rapport au cycle de temps et de développement qui sont les nôtres, bénéficier, je dirais, de tout l'écosystème qui est mis en place par les autres secteurs, c'est naturellement très, très appréciable. Voilà. Après, il y a d'autres sujets un peu clés, je pense qu'on oublie parfois, sujet mécanique des matériaux, démontabilité, c'est un mot-clé qui n'apparaît pas assez. Je veux dire, on parle de recyclage, etc. Et je pense que, bon, on conçoit pour être démontable et c'est très important pour beaucoup de sujets. Après, bien sûr, il y a cross-fertilisation. Je dirais, il est clair que, je dirais, c'est toute une filière, si je parle d'automobile, et donc on fait très peu de matériaux nous-mêmes, évidemment. Donc c'est toute la filière qui tire, et c'est en termes de matériaux très très appréciable. Monsieur Salot, en termes de R&D, on a beaucoup parlé de IA. L'IA, ça permet effectivement de faire un certain nombre de choses, on a dit. Mais au bout du compte, il va falloir faire un matériau, il va falloir l'élaborer en laboratoire, le tester. Est-ce que c'est pas là que le bas blesse? En général, c'est en effet ce qui fait enfin, c'est une identification qu'on a pu faire en interne, puisque nous, on a en effet pas mal travaillé sur les échelles basses, donc de la métallurgie numérique jusque justement aux propriétés mécaniques.
Et donc, ce qu'on développe actuellement avec certains d'entre vous d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la boucle courte, c'est-à-dire de fermer la boucle à partir d'une idée matériau, d'aller rapidement vers la conclusion, on va dire, des propriétés, et donc un redesign circulaire. Euh, donc ça suppose effectivement des bases de données, ça suppose aussi des bases de données intelligemment utilisées, parce que des données, il y en a, en fait, au final, il y en a trop aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Par contre, elles n'ont pas toutes la même valeur en termes de pertinence par rapport aux connaissances qu'on cherche à utiliser. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose où on a besoin des laboratoires, je pense, c'est avoir la capacité à prendre du recul sur les données qui sont générées par ailleurs d'un point de vue international. On parlait, il y a beaucoup de sujets qui sont importants là, et qui ont été évoqués, c'est la notion de transfert. Ça, c'est clé, que ce soit entre les labos et les industriels, mais c'est aussi le cas en interne, entre la R&D et la production. Ça, c'est vraiment des échelles de temps. Enfin, c'est souvent là qu'on perd du temps, en fait, pour être clair, en production. Euh, et donc, tout ce qui permettra, en règle générale, de mettre de l'huile dans le rouage, qui va enfin, au final, permettre ce transfert fluide entre l'idée dans un laboratoire jusqu'à un produit, c'est vraiment là que on arrivera à faire des accélérations et des gains par rapport à des concurrents. Ça, c'est quand même très important. Et donc, nous, si je peux faire un petit éclairage interne, donc on s'appuie du coup sur le centre de recherche pour faire ce lien avec les laboratoires, pour justement que des sujets qui ne sont pas forcément à des niveaux de maturité suffisants pour nos BU puissent voir le jour. C'est à notre rôle en fait d'identifier ces sujets-là et de les monter en maturité. Donc leur donner un niveau de maturité suffisant pour qu'ils soient appréciables, on va dire, pour une business unit. Et une des missions ensuite, pour nous aussi, c'est d'identifier les bons produits en interne qui vont bénéficier de la technologie. Et l'autre aspect aussi qui peut être intéressant, puisque beaucoup de grands groupes maintenant sont équipés de ce genre d'outils, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'open innovation ou les ventures, qui sont aussi pour nous des relais assez importants d'identification de startups, d'équipes de recherche performantes partout dans le monde, mais avec lesquels on arrive justement à implémenter nos feuilles de route, on va dire matériaux, et qui vont nous faire voilà, de l'identification de partenaires, et parmi lesquels il y a beaucoup de laboratoires français qui arrivent avec des idées, des bonnes idées sur vraiment des produits de niche, en tout cas des particularités qui peuvent vraiment donner de l'impact à des produits. Et souvent, ce qu'on identifie, c'est qu'il y a quand même un certain travail à mener, qui va prendre un peu de temps au début, pour que cette technologie soit prenable d'un point de vue industriel. Et c'est via ces organismes-là que nous, on arrive, je dirais, un peu à avancer sur ces sujets qui, avant, on va dire, avaient peut-être moins de chances d'aboutir. Voilà. Merci bien. Je vois malheureusement le temps tourne, mais je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire sur ce sujet-là. Je vous remercie tous les quatre pour votre participation et cet éclairage qui, j'espère, a été utile pour les participants dans la salle et puis en vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux sujets que vous avez ouverts. Merci à vous.